Bienvenue à tous, Évasion littéraire. Nous sommes à la librairie Orphie, livre ouvert avec l'écrivain Jean-Charles Pamphile pour son dernier livre, Alain Villan, L'homme que Dieu a dompté, roman tiré d'une histoire vraie, édition Madinina. Jean-Charles Pamphile, avant de parler donc de cet ouvrage, du livre, nous allons faire un retour en arrière, c'est-à-dire mieux vous connaître. D'où venez-vous, vos origines? Eh bien, je vais dire tout simplement que je suis né dans cette île où l'air avait des odeurs de sucre et de vanille. J'ai nommé la Martinique. Je suis né le 8e jour du 5e mois de l'année 1956 d'une famille de 8 enfants. J'ai quitté le Lorrain à l'âge de 15 ans. Et la suite, j'attends vos questions, je vous répondrai volontairement. Votre cursus, vos études? Eh bien, sachez que lorsque j'ai commencé à étudier, les gens ont du mal à croire que j'étais un cancre. Mais c'est en arrivant en France que j'ai été poussé. Vous savez, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Eh bien, c'est mon épouse qui m'a poussé à faire des études. Et j'ai commencé mes études à 25 ans, à la faculté de droit de Sceaux. Et j'ai recueilli donc le bac littéraire et j'ai commencé mes études. Mais malheureusement, j'étais comme une guêpe qui voulait faire du miel. Je voulais faire de l'anglais, mais c'était très difficile. J'ai dû quitter la France pour aller étudier en Angleterre. Et une fois que je suis allé en Angleterre étudier, je suis revenu en France et j'ai exercé le métier de professeur de lettres. Après mes études, bien entendu. Et après, j'ai été renvoyé en Angleterre par quelqu'un qui m'aimait bien à l'université, où j'ai exercé le métier de prof de lettres aussi. J'étais professeur de français là-bas, spécialiste de l'anglais. Expliquez-nous la motivation d'écrire, l'envie. L'envie d'écrire, c'est depuis très 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 longtemps. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu un récit de Victor Hugo qui s'appelle « La fin du pourquoi pas ». Eh bien, j'ai été impressionné par tous ces auteurs, tous ces Pagnol, tous ces, comment dire, Alphonse Daudet, tous ceux... Bref, vous avez étudié, vous avez eu le même cursus que moi, vous savez ce que c'est. Et donc, j'ai beaucoup aimé ces gens-là. Et je me suis dit un jour, il faut que je sois professeur de lettres ou alors que je sois écrivain. J'ai beaucoup écrit dans ma jeunesse, mais c'était une écriture purement folle. Ce n'était pas la folie de l'écriture, mais une écriture folle, c'est-à-dire sans sens, sans rien. Et au fur et à mesure, j'ai écrit jusqu'à ce que je sois repéré par un éditeur qui a pris le risque de m'éditer. Et ce livre s'appelait dans le temps, puisque ça ne s'appelle plus ainsi maintenant, ça s'appelait La chaîne brisée, où j'ai eu, comment dire, la joie d'être arrivé second au Grand Prix RFO du livre. Et ça, je tiens à le souligner. Qu'est-ce qui vous incite et les faits et les circonstances qui vous emmenaient à écrire justement dans tout ce qui est historique, dans l'histoire d'aujourd'hui, de maintenant, par rapport à un livre que vous avez fait qui s'appelle, il y a eu 2 tomes, oui. Souvenirs d'un marron, parution en 2011. Alors, oui, eh bien, vous savez, il y a une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Taubira. Taubira a comment dire, fait promulguer une loi où l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité. Et je me souviens de ce jour-là où Taubira et moi et toute la foule, nous étions au Trocadéro. Au Trocadéro, il y avait beaucoup de monde. Je pense même que vous étiez là ce jour-là. Oui, j'étais là. Et sur la place, j'ai fait le tour pour voir s'il y avait ce qui se propageait. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de livres qu'on proposait sur l'esclavage. Mais qu'est-ce qu'on proposait aux gens sur l'esclavage? Eh bien, on voyait uniquement l'abolition de l'esclavage, la méchanceté des gens, le code noir, etc. Et un jour, ce même jour-là, mon fils me dit, « Mais papa, comment ça s'est passé en Martinique ?» Et un fils de cet âge, il me demande, il avait 15-16 ans à l'époque, il me dit, mais comment ça s'est passé en Martinique? Moi, je ne savais pas lui répondre, parce que vous savez qu'en Martinique, en Guadeloupe, on n'a jamais évoqué ce sujet dans les chaumières. On avait toujours des histoires de contes et légendes des Antilles, mais jamais de l'esclavage. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose. Et j'ai commencé à écrire cette histoire, mais je pensais à Vandanico, je pensais à vous qui me regardez en cet instant, je pensais à tout le monde. J'ai voulu écrire une histoire pour réconcilier le peuple antillais, que ce soit Antilles, Guyane, Réunion, Nouvelle-Calédonie. J'ai voulu réconcilier tout ce petit monde avec leur histoire, parce que trop souvent les gens refusent de comprendre que l'esclavage fait partie de notre histoire. Alors, je veux dire, en cela,
j'ai écrit un livre pour que ça soit un roman d'aventure. D'ailleurs, dans le tome 1 que vous aurez, si vous me faites l'honneur de me lire, dans le tome 1, il s'agit de ce jeune garçon qui raconte sa vie à un jeune enfant. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la photo, dommage que nous n'ayons pas ce livre sous les yeux, lorsqu'on regarde la photo, les gens qui me feront l'honneur de me lire verront un vieux monsieur qui parle à un enfant. Vous savez, lorsque vous racontez à votre âge, à mon âge, une histoire à un enfant, vous n'êtes pas passionné. Mais lorsque c'est le contraire, vous racontez à quelqu'un de votre âge une histoire, vous êtes totalement passionné. Donc, l'homme raconte à l'enfant comment il a été arraché d'Afrique. Ce n'est pas un roman où un clivage blanc-noir existerait, le méchant blanc qui frappe le pauvre nègre. Ça n'a rien à voir. C'est un homme qui dit comment il a été arraché d'Afrique. Il raconte son histoire à un enfant. Et c'est extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que l'homme va arriver au pays de la servitude. Une fois arrivé au pays de la servitude, là, il va accomplir un acte extraordinaire, permettez-moi de l'écrire en 2 mots, extraordinaire, et qui lui permettra d'être affranchi. Mais quel est cet acte? Alors, si je vous le dis, vous n'achèterez pas le bouquin, alors autant mieux, allez l'acheter. Mais j'ai voulu faire ça uniquement pour que les jeunes puissent se réconcilier avec leur histoire. Et je l'ai écrit dans un style purement universel, parce que l'universalité de ce roman réside dans le fait que personne ne sait où se passe cette histoire. Aucun Guadeloupéen ne peut dire c'est dans mon pays, le Martiniquais ne dit pas que c'est dans son pays, personne ne peut dire. En tout cas, voilà, c'est le cadre que j'ai voulu donner à cette histoire. Et là, le pronom personnel sujet qui a été primé, c'est le jeu. Alors le tome 1 ne suffisait pas, donc vous êtes passé au tome 2 avec une plume beaucoup plus pertinente et beaucoup plus historique. Oui. Vous êtes documenté pour le tome 2? Il faut dire que pour le tome 1, je me suis aussi documenté. Mais il faut comprendre une chose. Lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, j'ai tourné le roman autour de 5 punitions. Quelles sont ces 5 punitions? Nous avons la poudre à canon, la latte rouge, la fourmilière, le collier et le tombeau. J'ai articulé tout cela autour de 5 punitions. Et j'ai cherché, d'ailleurs, je ne veux pas faire injure à mes pères qui sont historiens, je veux dire en cela que moi, j'ai fait quelque chose, j'ai apporté une petite goutte d'eau dans l'océan de l'histoire de l'esclavage, mais c'est néanmoins une petite goutte d'eau qu'on peut boire. L'écrivain Patrick Chamoiseau dit et formule que l'objet de la littérature n'est plus de raconter des histoires. Alors, votre réflexion par rapport à ce que dit Monsieur Chamoiseau? Alors, lorsqu'on me... Justement, je reviens par rapport au livre Le souvenir d'un marron. Oui, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas raconter des histoires, je crois qu'il a écrit ça après que j'ai écrit ce livre. Il ne s'adressait pas à moi, je ne pense pas. Mais il a totalement raison. Je ne veux pas écrire d'histoire pour raconter une histoire. Mais j'ai constaté qu'on ne m'a jamais raconté l'histoire de l'esclavage. Comme je l'ai dit, comme je l'ai entendu longtemps après, comme je l'ai lu par exemple dans Alex Haley. Vous connaissez Alex Haley qui a écrit Racine avec Kunta Kinte. Je n'ai pas vu beaucoup de gens raconter l'histoire comme ça. On raconte selon l'histoire. Mais de romans historiques concernant l'esclavage, j'ai rarement vu. D'ailleurs, Chamoiseau a écrit un beau livre là-dessus qui s'appelle L'esclave Molos. Aussi loin qu'il m'en souvienne, je ne veux pas écorcher le titre de son roman, mais il a écrit quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Et je conseille aux gens de le lire aussi d'ailleurs. Quels sont les auteurs et les livres que vous lisez? Beaucoup d'auteurs. Je vais prendre par exemple... Qui vous cultivent, mais vous êtes déjà très cultivé puisque vous êtes professeur. Vous êtes en exercice non, en tant que lettres? Je ne suis plus en exercice. En tant que professeur de lettres, ce sont ceux qui accordent vos violons littéraires et vos mots. Oui, vous savez, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup à la Martinique et je crois que je l'appelle le Pagnol des Antilles. Il s'agit de Tony Delcham. C'est un homme qui écrit, mais il écrit comme Pagnol, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Et ses romans sont très très bien. J'ai beaucoup lu Chamoiseau. J'ai beaucoup aimé En temps d'enfance, quand il a écrit par exemple un roman extraordinaire que je conseille aux gens de lire qui s'appelle Chronique des sept misères. Ou alors un autre qui est purement philosophique, à la fois philosophique, mélodramatique, je ne sais pas comment expliquer ça, qui est, comment ça s'appelle ce bouquin? C'est Solibo Magnifique. Solibo Magnifique. Et puis, il arrive aussi, il m'est arrivé de lire beaucoup Confiant qui est
un être extraordinaire. Alors là, les gens placent Chamoiseau au-dessus, je n'ai pas le droit de faire ça, de dire ça. Mais ça, c'est Jean-Charles Pamphile qui parle, ça n'engage que moi. Moi, j'éprouve beaucoup de plaisir à lire Raphaël Confiant, surtout lorsqu'il écrit, par exemple, le cercle... non, c'est l'Archer du colonel, pardon, parce que c'est écrit en plusieurs cercles. Oui. L'Archer du colonel, quand il écrit, il fallait avoir beaucoup de courage. Hein. Quand il a écrit Messier, une traversée paradoxale du siècle, ça, c'est l'allée des soupirs ou bien Crime du samedi, Gloria, des trucs comme ça. Je crois que c'est un auteur complet. J'aime beaucoup lire. Et puis les auteurs français que je lis, je n'en cite pas, mais je lis beaucoup. Voilà un parcours riche et passionnant. Alors, à l'image, on voit à l'écran votre livre, Alain Villain. C'est ça, donc que Dieu a dompté, tiré d'une histoire vraie. Alors dites-moi, où est-ce que nous sommes? Alors est-ce que nous sommes à Paris, au Venezuela, à New York ou en Martinique? Comment commence cette histoire? Eh bien, nous sommes dans un avion quand l'histoire commence. C'est clair. Nous sommes dans un avion. Mais il faut comprendre, nous allons vers Paris. Parce que cet homme qui s'appelle Alain Villain est un gros trafiquant aux Antilles, en Martinique. Et cet homme qui aime les femmes, qui aime l'opulence, qui aime la cuisine fine, qui aime les belles choses, les belles voitures, il a une collection de voitures, il a beaucoup de choses, eh bien cet homme qui dort, selon une expression bien consacrée, sur un matelas d'argent, eh bien malheureusement pour lui, il va sniffer. Une première fois, ça ne lui dit rien. Une deuxième fois, oh, c'est pas mal. Une troisième fois, il sent ça bon. La quatrième fois, il a plongé à vitesse grand V jusqu'à ce qu'il perde, mais alors tout. Bateau, femme, enfant, maison, tout perd tout et se retrouve le nez dans la boue. Eh bien, j'ai voulu écrire ce livre. Pourquoi? Tout comme les souvenirs de Marron, tome 1 et 2, j'ai voulu comprendre. D'ailleurs, parlons de la genèse de ce livre. J'étais sur un plateau de télé comme maintenant, j'étais fil rouge, et cet homme raconte son histoire. Comprenez-moi, j'avais complètement oublié pourquoi j'étais là. Oui. J'étais complètement... Vous avez anticipé ma question parce que j'allais vous demander si vous l'avez rencontré, est-ce que vous avez eu des rapports avec lui affectifs, moral ou verbal Et qu'est-ce qui vous séduit dans ce personnage, dans cet homme? Parce que simplement, le jour où je l'ai entendu raconter son histoire sur le plateau, alors que moi j'étais là pour autre chose, je me suis dit, mais cet homme m'intéresse. Il m'a laissé sa carte. Et il a disparu. Ça se passe en 2008. Je l'ai retrouvé en 2010. Alors que nous étions dans un chanté Noël, je le vois sur l'estrade. Le temps qu'il est fini et que je passe au backstage, il est déjà parti. Comme je n'ai plus son numéro, je demande à quelqu'un que les Martiniquais connaissent bien, José Versol, qui me donne son numéro. Je l'appelle et écoutez-moi bien. Il dit ceci: Monsieur Pamphile, ce matin même, je parlais de vous à mon épouse. Je dis que la seule personne qui soit capable d'écrire mon histoire, c'est Jean-Charles Pamphile. C'est un signe pour moi. Absolument, mais c'est quand même dommage que vous n'ayez pas eu le temps de discuter avec lui, d'échanger même au téléphone pour mieux comprendre le personnage et pour mieux rentrer aussi dans votre écriture, en écrire. Quand on lit le roman, on est un petit peu dans un documentaire, hein, parce que vous commencez le chapitre par 1 et vous finissez comme un film par fin. FIN. À la lecture, j'ai l'impression d'être dans un film ou dans un court-métrage ou dans un documentaire. Comment avez-vous écrit ce roman? C'est beaucoup d'honneur pour moi de dire ça. C'est beaucoup d'honneur. J'ai rencontré cet homme. J'ai rencontré ses parents. J'ai mis mes pas dans les siens. Lorsqu'il quitte la mangrove et du Lamentin et qu'il part vers le gros monde chez sa maman au petit matin, j'ai mis mon pied dans ses pas. J'ai fait le parcours. Je vois la petite rivière qu'il traverse. Je grimpe la colline ainsi. Je vois la maison qui apparaît. J'ai vu sa maman. J'ai posé des questions à sa maman. J'ai posé des questions à son père. Sa mère s'appelle Maman Atine et son père Papayo. C'est vraiment comme les vrais noms que j'ai mis dans le livre. Et donc, j'ai posé la question à beaucoup d'autres personnes. Ce que Alain ne m'a pas dit, d'autres personnes me l'ont dit. Je me suis réellement documenté sur cet homme, mais comme il y a des gens qui sont impliqués dans ce trafic de drogue et qui sont influents à la Martinique, eh bien... j'ai refusé de dire. J'ai refusé de donner les noms. J'ai refusé de dire les actes. Oui. Par exemple, dans le livre, à un moment, vous voyez qu'il est à Fort-de-France en comparution immédiate. Absolument. D'accord ? Tout à fait. Et beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi on l'a laissé comme ça alors? Mais j'ai dit tout simplement,
ce qui s'est passé par la suite, je n'ai pas le droit de l'écrire. Oui, mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est le rapport à l'autre, l'inconscient, le subconscient. Comment peut-on se laisser prendre, quoi? Je veux dire, j'ai l'impression d'être Al Capone. Vous avez connu la série Al Capone. Al Capone, oui. Eh bien, c'est un petit peu ce que j'ai vécu en lisant le roman. C'est-à-dire ce qu'il a fait. Cet esprit, oui, c'est cette ambiance avec tous ces personnages que vous ne souhaitez pas dire. Mais ça me fait le film El Capone. Alors, est-ce que vous avez voulu restituer un petit peu cette histoire, même si elle est vraie, hein, tirée d'une histoire vraie, mais en même temps, on est plongé dans les années d'Al Capone. Ce n'est pas moi qui imaginaire, mais... Ce n'est pas moi qui fais l'interview, mais je souhaitais que vous relisiez la phrase de Chamoiseau. Qu'est-ce qu'il dit à propos de la littérature? Oui, vous l'avez cité. Oui, je l'ai cité. Recitez-le. Non, mais je ne vais pas le reciter. En tout cas, voilà une chose qui est certaine. Ce que dit Chamoiseau à ce sujet, c'est vrai. Je n'ai pas voulu écrire une histoire pour que ce soit une histoire de plus, une histoire de drogue de plus. Parce que je dois dire, sans en faire un sujet de vantardise, beaucoup de personnes m'ont contacté pour que j'écrive leur histoire en rapport avec la drogue. J'ai refusé. Et cet homme m'a tellement passionné, je n'ai pas voulu écrire ce qui existait déjà. D'ailleurs, le chroniqueur, dans la 4e de couverture, dit que vous allez mettre les pieds dans ce que vous n'avez jamais entendu auparavant. Parce que cet homme, il faut comprendre pourquoi il n'est pas Al Capone, il n'a rien à voir là-dedans. Parce qu'il a... Je pense que vous avez compris ma question. La question c'était, est-ce que je n'ai pas voulu écrire que ce soit un épisode comme si c'était un épisode d'Al Capone? Très bien. Ce n'est pas ça du tout. J'ai bien compris la question. Et merci de redire au cas où je n'aurais pas saisi. Mais ce n'est pas du tout ça. Lorsque Alain Villan me raconte son histoire, je lui pose la question. Je lui pose et repose la question pour voir s'il me dit les mêmes choses. Et donc, j'ai mis 15 jours pour comprendre le personnage et imbriquer les personnages là-dedans. D'ailleurs, ceux qui meurent, ceux qui vivent, etc., je ne mets pas les noms exacts. En tout cas, ce qu'il faut comprendre dans ce récit, c'est le fait que ce bonhomme, ce gros trafiquant, qui n'a rien à voir avec la déité, qui n'a rien à voir... Qui ne connaît rien du tout dans la drogue, il découvre la drogue. Et il tombe dedans. Il tombe dedans. Mais oui, mais l'argent facile, c'est pour ça que je vous dis... Mais c'est pas la facilité de l'argent. Oui, c'est le bien-être. Le fait, qu'il arrive à devenir un chef de trafiquant. Oui, à être quelqu'un. À être quelqu'un. Pour lui-même. Un pacha. Mais aux yeux des gens, aux yeux des femmes. Parlons de ces femmes, parlons de Maggie. Parlons des rapports qu'il a eus avec Maggie, ces femmes. Eh bien, Maggie, c'est sa maîtresse. Une maîtresse qu'il a beaucoup aimée, une maîtresse qui va le suivre. Son influence. Eh bien, c'est une sorte de maman. Il est assez curieux de voir que son épouse n'arrive pas à comprendre cet homme aussi bien que Maggie, qui est sa maîtresse. Et donc, Maggie va suivre. Maggie est un personnage réel, c'est vraiment son nom. Marguerite, c'est vraiment le nom de cette femme et qui arrive à canaliser la colère de cet homme parce que c'est un homme très colérique. Elle arrive à canaliser son énergie, ses colères et on s'aperçoit que lorsqu'il va à Paris, Maggie est là. Lorsqu'elle est en prison, Maggie est là. C'est-à-dire lorsqu'il est en garde à vue au Gros Monde, Maggie est là. Oui, mais c'est quand même un homme dominateur. Hein. Il domine. Quand il veut une femme, il lui faut. C'est un macho. Rien ne doit lui échapper. C'est un entier. Il est macho. Il est macho. Et ce que je veux démontrer, c'est le sommet qu'il a avec les femmes, ses rapports avec les femmes. D'ailleurs, quand il est à Porto Rico et qu'il fait l'amour avec cette femme qu'il prend pour une portoricaine et qui se révèle être une guadeloupéenne, alors il ne veut pas du tout que ça lui arrive. Et c'est un fantasme qu'il a toujours eu. Pulsion sexuelle, voilà, sa pulsion sexuelle en créole, etc. Ma grand-mère, sa mère, enfin voilà. Donc, vous avez tout compris. Voilà, vous avez tout compris. Riche, et après il devient adulé des femmes, il connaît le beau monde puisqu'il voyage, hein. Donc vous m'avez dit il voyage de Paris, New York, le Venezuela et la Martinique, il voyage, il est adulé, malgré tout il tombe anéanti comme un chien, ne croyant pas en Dieu. Donc je vais revenir sur le philosophe Nietzsche, l'existentialisme, ne pas croire en Dieu, hein, de Nietzsche. Nous n'avons pas besoin de Dieu pour... nous sommes déjà Dieu, hein, pour Nietzsche. Alors comment se fait-il que lui, ne croyant pas à Dieu, demande secours à Dieu? Alors, est-ce qu'il est schizophrène? Non, pas du tout. Il n'est pas schizophrène. Je préfère dire ce que Frédéric Lenoir dit de préférence quand il dit refuser de croire en l'existence de Dieu, c'est déjà se positionner dans la croyance. Alors c'est un Nietzsche. Vous êtes Nietzsche. Je ne suis pas Nietzsche. Nietzsche dit cela, mais je préfère Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir dit lorsqu'on refuse de croire en Dieu, c'est que déjà on se place dans la position du croyant. Voyez, parce que pour ne pas croire en Dieu, il faut chercher pourquoi Dieu n'existe pas. En cherchant pourquoi Dieu n'existe pas,
situation qu'il existe réellement. Bref, on n'est pas là pour philosophie. Parfait. Mais ce qu'il y a, c'est que cet homme, ce que je veux dire, vous savez qu'à la Martinique, Guadeloupe, Guyane, dans ces peuples, comment dire, insulaires, les gens sont hyper croyants. Mais cet homme, comme il a beaucoup d'argent, Venezuela, Porto Rico, partout, il voyage, il mange, il est raffiné, il a beaucoup de voitures, collection de voitures, bateaux, il a salon de coiffure au pluriel, il a salon de location au pluriel. Il a tout. Il a investi du coup. Il a investi beaucoup. Il a investi partout. Mais en Martinique, il a des maisons, il a tout. Mais cet homme, c'est un homme qui est devenu raffiné. Mais puisqu'on a le pouvoir de l'argent, alors la femme doit se taire et doit se soumettre à lui. Eh bien, cet homme, lorsqu'il arrive à être dans la mangrove, il a goûté à la drogue. Malheureusement pour lui, il goûte à la drogue. Et comme je vous l'ai dit, souffrez de m'entendre me répéter, il descend en vitesse grand V au fin fond du gouffre. Et c'est là qu'un soir, cherchant pitance dans une poubelle, il dit, je le dis en créole, je vais le traduire, bon Dieu, si vous existez vraiment, délivrez-moi. Ce qui signifie, Dieu, si tu existes réellement, délivre-moi. Et c'est à partir de là qu'il entend une voix. Ça ne se dit pas en français, permettez-moi de le dire quand même. Il entend une voix dans sa tête. Oui. C'est-à-dire que lorsque nous parlons, vous m'entendez par... J'entends votre écho. Voilà, c'est-à-dire de manière stéréophonique. Absolument. Cet homme entend une voix dans sa boîte crânienne, je ne sais pas ce que c'est, mais il me dit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette voix lui dit, je te délivre aujourd'hui, et va dire aux autres ce que j'ai fait pour toi. Oui, donc tout à l'heure vous parlez de la Genèse de la Bible. Il y a aussi un chapitre, bibliquement, qui dit, on va pas revenir sur, je crois que c'est Pierre ou Matthieu, vous avez vu maintenant porter la bonne nouvelle. Oui. C'est un petit peu cette phrase aussi que vous souhaitez dire. C'est assez biblique. On peut le traduire comme ça. Exactement. L'histoire que vous rapportez là, ce serait plutôt la femme qui a eu la perte de sang depuis 12 ans, à qui Jésus dit, va et dis aux autres ce que j'ai fait pour toi, etc. Il le dit aux lépreux, il le dit à beaucoup de gens qu'il a guéris. Ce n'est pas propre à une personne, comme quoi nous sommes tous des porteurs de la bonne nouvelle, si nous le voulons. Eh bien, il entend cette voix, mais il n'associe pas du tout cette voix à la divinité. Il associe cette voix à la mort. Donc c'est une pensée morbide qu'il a maintenant. Je vais mourir, il faut que j'aille chez moi. Mais étant donné qu'il a tout perdu, bateau, femme, enfant, maison, salon, tout ce qu'il avait, qui n'a plus un sou en main, l'homme qui avait l'habitude de se vêtir de manière raffinée, n'a plus rien. Oui, bon, il a étapes, mais il a eu 3 étapes dans sa vie. Il a eu l'homme normal, l'homme riche et l'homme pauvre. Mais voilà, dans ce cercle triangulaire, si vous voulez, dans cette vie triangulaire, il y a quand même un mystère, il y a quand même une intrigue. Comment quelqu'un aujourd'hui qui n'a rien, qui a tout et qui est un chien, qu'est-ce qui a fait qu'avec ce mulâtre, il y a eu un rapport? Quel est ce rapport? Je vous remercie de dire ça, parce que ce mulâtre, vous savez que je l'avais complètement oublié. Eh bien, ce mulâtre, c'est celui qui prend la drogue. Et c'est celui qui le surveille depuis un bon moment. C'est-à-dire que c'est l'arroseur arrosé. Le mulâtre lui dit d'aller prendre, de lui prendre la drogue sur les bateaux. Lui, il porte la drogue, mais le mulâtre le fait surveiller pour savoir s'il ne chippe pas dans la drogue. Mais il ne chippe pas, j'ai dit chipper, du verbe chipper, s'il ne chippe pas dans cette drogue. Et donc, il a constaté que Alain, c'est un homme sérieux. Mais le jour où Alain a sniffé de la drogue, il l'a su tout de suite et ils se sont séparés. Alors, étant donné que c'est lui qui fournissait Alain en drogue, il n'a plus rien. Et il descend à vitesse grand V, là où nous étions tout à l'heure. Alors, comment le narrateur fait-il comprendre au lecteur la relation entre le lien familial, le temps d'années d'errance, de rencontres et de découvertes aussi, en quelque sorte, de votre écriture? J'ai voulu que ce soit un temps fort de mon écriture, de mon histoire. Je ne sais pas si j'ai réussi. C'est à vous, en tant que lectrice, à vous, en tant que lecteur et lectrice, de me dire si oui ou non j'ai réussi. Mais c'est ce que j'ai voulu faire, raconter comment cet homme qui n'a plus rien, parce qu'on comprend fort bien que lorsqu'on n'a plus rien, comme on dit en créole, les ou pas ni rien encore, celle ben quoi faire, quoi vivre avec maman. Bien sûr. Eh bien, lorsqu'on n'a plus rien, on retourne chez maman. Mais c'est pas facile quand même. Parce que là, vous montrez au lecteur la relation de la famille antillaise
comment elle peut se relier, Ressouder. se resserrer, Ouais. comme vous dites. C'est ce que j'ai voulu faire. Voilà, c'est pas ce que j'ai facile voulu. quand même. Ce n'est pas facile. Pour un homme d'un certain âge, retrouver ses repères. Et en même temps, ce sont des histoires que nous connaissons. Oui, oui. Alors, quelle est la différence avec mais n'oublions pas une votre chose, livre, c'est que lui, Alain il a Villain? envie de mourir. Ah. Il sait qu'il va mourir. Donc, avant de mourir, il va voir maman. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours envie de retourner. Vous connaissez l'auteur, le chanteur Colo Barst? Oui. Quand il chante « Caille maman, belle, 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 belle ». Vous voyez, chez maman, c'est beau, c'est beau. Pourquoi on devrait s'en aller de chez maman? Eh bien, la différence entre cet écrit et les autres écrits, c'est qu'on sent un rapport de force entre la mère, les parents et l'enfant rebelle, tandis que là, ce que j'ai voulu souligner, c'est qu'il y a un rapport entre un mécréant et une croyante. Parce que cette mère, elle a usé ses genoux pour prier tous les saints que vous connaissez pour que son fils soit sauvé, quitte la drogue. Oui, elle n'a eu de oui. cesse de prier. Oui. Et lorsqu'elle voit l'enfant arriver, quelle est sa réponse? Lorsqu'il dit « Maman, j'ai rencontré Jésus, il m'a dit qu'il me délivre ». Quelle est la réponse de la mère? D'une manière nonchalante, elle lui dit « Eh bien, c'est ça mon fils, déshabille-toi et va dormir ». Et la mère va s'apercevoir que son fils n'est pas si fou que cela. Et c'est l'amour de cette mère pour le fils unique, j'ai pas dit, pardon, pour l'unique fils, je voulais dire. Pour l'unique fils, c'est par amour pour l'unique fils qu'elle a, pas le fils unique, hein, l'unique fils, qu'elle va travailler en ce sens son amour et faire comprendre à ce garçon qu'il y a du bonheur à laisser cette drogue et à vivre sainement. Les éditions Manidina se trouvent à Mairie de Montreuil et c'est une maison d'édition, plusieurs personnes, nous nous sommes mis ensemble pour essayer de créer une structure pour produire des auteurs qui ne trouvent pas d'éditeurs. Mais nous n'éditons pas n'importe quoi, pas de poésie, uniquement les romans, pas n'importe quel essai et surtout nous n'éditons pas les biographies. Vous avez un rôle essentiel dans ces éditions Medinina? Quelle Eh est bien, votre fonction? Je suis le petit grammairien. Le petit grand grammairien. Non, le que petit vous êtes. grammairien, le petit grammairien. Donc j'essaie de voir si les phrases sont bien tournées, ce qu'il faut proposer aux gens, etc. Que retenir de cette belle histoire? C'est que lorsqu'on est au fond du gouffre, quoi qu'il advienne, on peut toujours remonter. Alors courage à tous et à toutes. Merci Jean-Charles Pamphile. Merci. À très bientôt, merci. Donc je rappelle le titre du livre, Alain Villain, L'homme que Dieu a dompté, tiré d'une histoire vraie et vécue. Évasion littéraire à la semaine prochaine, mais je tiens à remercier l'équipe qui m'accompagne, la librairie Orphy. Évasion littéraire à la semaine prochaine.